Alors on va tout d'abord clore nos réflexions sur le droit collectif en chantier en s'intéressant au mandat syndical, et je remercie donc Thomas Morgenroth d'avoir accepté de traiter de cette question importante qui était déjà en filigrane dans les précédentes interventions. Quel exercice du mandat syndical? On lui laisse la parole. Merci, monsieur le doyen. Toujours un plaisir d'intervenir devant un amphi aussi fourni et aussi attentif. Donc, sur une question importante qui est l'exercice du mandat syndical. Alors, j'ai bien compris également votre remarque sur le retard accumulé. Donc, je me propose peut-être d'abréger mes propos, essayer de trouver des moyens pour pouvoir diminuer mon temps de parole qui était initialement prévu, afin de garantir la bonne logistique de ce colloque. Donc, par exercice du mandat syndical, d'entrée de jeu, on peut peut-être se concentrer, j'ai d'ailleurs choisi de me concentrer sur les conditions d'exercice de ce mandat. Effectivement, des éléments qui entourent le mandat syndical ont déjà été traités, notamment par des interrogations qui négocient et qui représentent. Et donc, concernant les conditions d'exercice du mandat syndical, parmi les ordonnances du 22 septembre 2017, deux d'entre elles contiennent des dispositions relatives à l'exercice du mandat syndical, aux conditions d'exercice. On pourrait dire d'ailleurs, d'entrée de jeu, qu'elles sont peu nombreuses concernant les conditions d'exercice du mandat. Certes, beaucoup de choses ont déjà été faites depuis plusieurs années, à commencer par la loi du 20 août 2008 portant une rénovation de la démocratie sociale, la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social, et enfin la loi du 8 août 2016 relative notamment à la modernisation du dialogue social. Donc on voit bien que dans les intitulés de ces lois, la démocratie sociale et le dialogue social sont au cœur de ces réformes successives, et le mandat syndical est naturellement concerné. Car, à mon avis, on pourra en discuter, les conditions dans lesquelles ce mandat s'exerce garantissent l'effectivité du dialogue social et de la démocratie sociale. Le cadre légal vient assurer l'exercice des mandats syndicaux occupés par le salarié, et traditionnellement, ce cadre s'articule autour de deux axes. D'une part, accorder aux représentants syndicaux les moyens suffisants pour assumer son mandat, et d'autre part, de garantir une certaine protection du salarié titulaire du mandat, notamment par une conciliation de cette fonction avec son emploi et sa carrière professionnelle. Rien d'étonnant à ce que les dispositions nouvelles investissent ces deux domaines et que je vous propose d'étudier successivement. Tout d'abord, en interrogeant sur les moyens accordés à l'exercice du mandat syndical avant de vous intéresser à la conciliation entre mandat syndical et vie professionnelle. Tout d'abord, les moyens accordés à l'exercice du mandat syndical. Alors, je ne vais pas évoquer l'idée de la question des ordres de délégation, puisque bon, on attend les décrets, et du coup, je vais plutôt me concentrer sur les mesures qui figurent pour le moment dans les ordonnances, à savoir les ordonnances, tout d'abord 2017-1386, et une mesure relative à la rémunération du congé de formation économique, sociale et syndicale. Donc l'article 6 de cette ordonnance est venu modifier substantiellement l'article L 2145-6 du Code du travail. En effet, cette disposition, introduite par la loi du 8 août 2016, prévoyait jusqu'alors le maintien partiel ou total de la rémunération du salarié qui bénéficiait d'un tel congé. Alors ce maintien était toutefois conditionné à une demande formulée par une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement, formule que l'on connaît tous. De plus, si ce maintien de rémunération était prévu conventionnellement, ça devenait un peu plus compliqué. Alors je vais vous faire, justement, c'est à ce moment-là que je vais économiser du temps, puisque notamment a été demandé différents éléments, une demande de la part de l'organisation syndicale qui devait être expresse et écrite, devait préciser le niveau demandé du maintien de rémunération. En outre, l'accord écrit du salarié pouvait bénéficier du maintien de son salaire et dans les conditions légalement fixées y étaient annexées, etc., 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 puisque l'article nouvellement écrit est maintenant diminué dans son contenu. Il ne reste plus qu'une phrase lapidaire: le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l'employeur de sa rémunération. Point. Donc, cette mesure peut être
citer des commentaires en ce sens, on se dit l'employeur va supporter ce coût supplémentaire. Non, rassurons-nous, puisque celui-ci peut déduire cette rémunération et les charges sociales y afférentes de sa contribution au fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales. Cette faculté de déduction viendra donc diminuer la dotation globale de ce fonds, lequel a par ailleurs aussi fait l'objet de certaines modifications que je vous propose de voir dès à présent. Donc ce fonds, introduit par la loi du 5 mars 2014, a été modifié par l'article 4 de l'ordonnance 2017-1388. Pour rappel, ce fonds est financé principalement par une contribution patronale fixée à l'heure actuelle à 0,016% de la masse salariale. Il bénéficie de manière égalitaire aux organisations syndicales de salariés ainsi qu'aux organisations professionnelles patronales. Et ces fonds sont répartis en 3 enveloppes selon différentes missions, 3 types de missions mentionnées à l'article L 2135-11 du Code du travail. Je vous y renvoie, vous y examinerez, puisqu'on va s'intéresser à la première de ces missions, à savoir la conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement. Ok. Jusqu'à présent, cette mission figurait dans cette disposition la mention qui a à présent été supprimée par l'ordonnance, l'article 4. La mention, donc, c'est de politique, donc la conception, la gestion, l'animation et l'évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales et organisations professionnelles. Cette mention des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales et organisations professionnelles a littéralement disparu. Cette suppression peut s'expliquer par une volonté de couvrir un périmètre plus large. Et d'ailleurs, ce périmètre large est de la volonté était déjà de la volonté du précédent gouvernement, puisque à l'occasion d'un litige présenté devant le Conseil d'État, le Premier ministre du précédent gouvernement, dans son mémoire en défense devant ce Conseil d'État, avait effectivement mentionné qu'à terme, l'objectif est de recouvrir potentiellement un périmètre large, je cite, la formation professionnelle, l'assurance chômage, les retraites complémentaires, le logement, le handicap, également le périmètre de la sécurité sociale, etc. Alors, augmentation de ce périmètre. Deuxième modification, l'article L 2135-13 est également modifié, ou plutôt, on va dire, enrichi par le fait que avait été formulé par l'organisme, la GFPN, donc l'organisme qui est en charge de on va dire, la gestion de ce fonds paritaire, par une décision de son conseil d'administration au mois d'avril dernier. Le souhait était de prendre en compte les mesures de l'audience syndicale, et notamment patronale, l'année suivante et non l'année en cours, et également tenir compte des opérations de restructuration des branches, chose qui est désormais prévue par l'article L 2135-13, donc en prévoyant d'une part qu'effectivement la représentativité des organisations syndicales et patronales qui sont susceptibles, éligibles à ce fonds, doivent être mesurées, donc la prise en compte sera mesurée, effective l'année suivant la prise en compte de leur représentativité, et la même chose concernant les modifications au niveau de la branche, donc sera prise en compte l'année suivant l'année au cours de laquelle a été publié l'arrêté de fusion des chambres conventionnelles ou l'arrêté d'extension de l'accord de fusion des dits chambres. Donc l'ordonnance ne vient pas bousculer fondamentalement ce mode de financement de l'action syndicale. On aurait d'ailleurs pu attendre davantage parce que avait déjà été émis l'idée d'une autre piste de financement syndical, à savoir le chèque syndical. Et oui, puisque dans le projet de loi avait été mentionné que ce dispositif, accepté par la jurisprudence, je cite, n'était pas suffisamment mis en relief. Aucune disposition à l'heure actuelle concernant ce mode de financement de l'action syndicale. Voyons dans un second temps maintenant la conciliation entre mandat syndical et vie professionnelle. La protection du titulaire d'un mandat syndical, et précisément la garantie d'une carrière professionnelle, constitue un axe important d'amélioration des conditions d'exercice du mandat syndical. L'ordonnance 2007-1386 vient renforcer, certes modérément, l'effectivité de cette protection. Deux moyens. Tout d'abord,
en élargissant l'entretien de fin de mandat. On pourrait d'ailleurs d'entrée de jeu dire que c'est un élargissement très modéré. Alors, l'entretien de mandat, déjà tout d'abord, l'article L 2141-5 prévoit qu'un salarié nouvellement élu ou titulaire d'un mandat syndical peut demander à son employeur la tenue d'un entretien de début de mandat, portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi dans l'entreprise. L'article précise également que cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel qui est mentionné à l'article L 6315-1 du Code du travail. Tourné vers un objectif de protection du salarié mandaté, il n'est pas étonnant que cette démarche positive soit insérée dans cet article, qui est d'abord connu pour son premier alinéa, interdisant à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour hâter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, etc. Dans le même objectif, le dernier alinéa de cette disposition prévoyait jusqu'à présent que lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année qui représentent au moins 30% de la durée de travail, donc durée du travail qui soit fixée dans son contrat ou à défaut la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise, en d'autres termes, profiter de l'expérience acquise au cours du mandat pour pouvoir la valoriser dans sa carrière professionnelle future au cas où ce mandat viendrait à s'éteindre. Mais il y avait un seuil de 30% de la durée du travail, c'est-à-dire qu'on se concentrait sur ces 30% de la durée de travail sur ces heures de délégation. Cela signifiait que cet entretien de fin de mandat, si par le plus grand des hasards, effectivement, il y a un entretien professionnel en fin de son mandat, on pouvait aborder ces questions de valorisation de compétences uniquement si le salarié avait consacré de son temps de travail plus de 30% de son temps de travail à l'activité syndicale, sachant que pour mesurer, on n'utilisait uniquement que les heures de délégation, ce qui signifiait que finalement, on s'intéressait à qu'une catégorie de personnes titulaires de mandat, à savoir ceux qui ont plusieurs mandats, mais également, on excluait totalement c'est les personnes qui, certes, n'avaient qu'un mandat et qui n'avaient effectivement qu'un nombre faible d'heures de délégation, mais qui pouvaient également être concernées par ces mesures. Un rapport qui a été remis à Madame la Ministre au mois de juin dernier, le rapport Simon-Poli, relatif à la reconnaissance et à la valorisation des compétences des représentants du personnel et des mandataires syndicaux, a préconisé de rendre obligatoires ces entretiens et également, donc pas uniquement sur demande, et également propose de supprimer le seuil de 30%. Le premier souhait n'a pas été suivi. Le second l'a été que partiellement, puisque le seuil de 30% demeure, mais il est supprimé pour les entreprises de plus de 2000 salariés. La pertinence de ce seuil peut être discutée, car il ne prend en compte que les seules décharges syndicales, sans valoriser l'engagement hors temps de travail. La question de l'entretien de fin de mandat ne devrait pas être négligée, car de la protection effective des salariés mandatés dépend l'implication des salariés dans le dialogue social. Et cet objectif est déjà poursuivi par l'appropriation, par la négociation collective de la carrière du syndicaliste ou la carrière syndicale, la carrière professionnelle du mandataire syndical, ce que je propose de voir dans un dernier temps. Donc la carrière professionnelle du titulaire d'un mandat syndical peut être également assurée par le biais de la négociation collective. Donc, il convient de rappeler effectivement l'obligation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, l'obligation de négociation, au sein desquelles il est prévu notamment que cette négociation doit porter sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. Donc cette obligation de négociation a été maintenue, elle a juste été désormais codifiée à l'article L2242-20, auparavant L2242-13. Par ailleurs, pour rebondir sur les propos du professeur Michel Boncher, les clauses de verrouillage peuvent également concerner les seuils d'effectifs, le nombre, mais ainsi que la valorisation du parcours syndical. Donc, moyen peut-être d'assurer une protection. Et par ailleurs, enfin, les recommandations du rapport Simon-Poli ont été ici suivies pour augmenter le champ d'application de cette prise en compte
de la carrière syndicale pour une catégorie de salariés qui était parfois oubliée, à savoir ceux qui sont mis à disposition d'une organisation syndicale. Désormais, cette protection, certes, dont l'ampleur peut être discutée, mais il existe une certaine protection. L'article L 2135-8 et l'article L 2242-16 sont modifiés à ce propos. D'une part, l'accord de mise à disposition doit désormais prévoir des aménagements de nature à permettre à l'employeur de respecter l'obligation de formation et d'adaptation, qui est définie à l'article L 6321-1. Et d'autre part, la négociation prévue à l'article L2242-15, à savoir la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales. Donc on intègre l'information de ces mises à disposition de salariés. Donc on les oublie plus, hein, on va dire. Va-t-on les traiter? C'est une autre question. Alors, on peut voir que concernant les conditions d'exercice du mandat syndical, il y a certaines dispositions, un nombre mesuré de ces dispositions, le suivi partiel des recommandations du rapport Simon-Poli, on peut se dire que finalement, on peut rester un petit peu sur sa faim. Pour conforter cette idée, notons qu'une nouvelle mission a été confiée de nouveau à M. Simon-Poli, qui, aux côtés désormais de M. Gilles Calgato, qui est directeur des gestions des ressources humaines d'Air France, afin de réfléchir aux moyens de mettre en place le plan d'action en faveur de l'engagement des salariés dans le dialogue social, et de formuler des propositions pour, je cite, « favoriser la formation et plus largement l'employabilité des élus du personnel et des délégués syndicaux ». Je vais conclure en disant « affaire à suivre ». Merci. Merci donc pour cette belle intervention qui nous a conduit à réfléchir en termes de moyens, en termes de financement, en termes de carrière professionnelle. Et on l'a compris, on a plus des évolutions qu'une révolution sur ces questions-là.